Bonsoir à tous, merci d'être là, merci d'être restés. Vous avez bien fait parce que vous allez assister sans doute à la meilleure table ronde de la journée, si ce n'est de ces rencontres. Je mets un peu la pression aux intervenants, parce que vous allez en gros assister à 2 tables rondes en une. Nous allons d'abord assister à un échange entre Philippe Aghion, qu'on ne présente plus, mais je vais le présenter quand même, prix Nobel d'économie, professeur au Collège de France, et Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Et ensuite, cet échange sera nourri par les interventions et les échanges de nos autres intervenants, qui sont Maude Vinet, présidente et cofondatrice de Cobly, que vous avez peut-être déjà vu si vous étiez là jeudi, puisqu'elle était à la table ronde inaugurale. Et donc, si vous êtes là pour la revoir à nouveau, c'est que vous avez trouvé qu'elle était vraiment très, très intéressante et vous aviez raison. Ming Bokai, qui est président et fondateur de KT Capital. Arnaud Depuy-Fontaine, président du directoire de Vivendi. Et Vincent Policard, qui est en charge de l'activité des investissements en infrastructure en Europe au sein de KKR. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder l'intitulé de cette table ronde, mais on va prendre un peu de hauteur et on va essayer d'avoir de l'espoir. On va essayer ensemble de savoir qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on assiste à la renaissance d'un écosystème technologique français. Il s'agit évidemment d'une question: assiste-t-on à la renaissance d'un écosystème technologique français? Et c'est Philippe Aghion qui va donc introduire cette table ronde et qui va en quelque sorte commencer à répondre à la question. Philippe, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire, quels sont les éléments tangibles qui vous permettent de dire que l'on assiste réellement, véritablement, concrètement à la renaissance d'un écosystème techno français? Merci. Ah, j'en ai. Ah, ben oui. Je prends le micro. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'abord d'avoir organisé cette table ronde. Et... Parle dans le micro. Je parle dans le micro. Voilà. Donc d'abord, alors c'est vrai que je suis connu pour être un optimiste, mais je dois quand même signaler que la France et plus généralement l'Europe, après une période de rattrapage technologique vers les États-Unis entre 1945 et la fin des années 80, où notre PIB par tête rattrapait en partie le PIB par tête américain. Depuis la fin des années 80, notre PIB par tête enregistre un déclin. C'est nous, Européens, pas juste Français, par rapport au PIB par tête américain. Voilà, donc ça c'est quand même un fait. C'est pas particulièrement la France qui est à blâmer, c'est un phénomène. Donc il y a eu tout un débat entre Paul Krugman, qui nie la réalité de ce déclin, et moi et mes collègues, Antonin Bergeot, moi-même et d'autres collègues qui sommes convaincus qu'il y a ce déclin. Voilà. Et je pense que c'est quand même important de prendre acte de ce déclin. Et il faut également noter que si on regarde les innovations de rupture high-tech, eh bien, elles ont surtout lieu aux États-Unis et maintenant en Chine, et en Europe, moins. Voilà, et ça n'augmente pas. En Europe, je ne parle pas de la France en particulier. Et si on regarde, alors que ces innovations de rupture s'appuient beaucoup sur de la recherche faite en Europe et en particulier en France. On y reviendra. Donc nous, on fait de la très bonne recherche, on crée des start-up d'ailleurs, maintenant beaucoup plus qu'avant, et je reviendrai sur les bons côtés, mais voilà, ça ne se traduit pas par autant que l'on souhaiterait d'innovation de rupture faite en France et en Europe. Et si on regarde les 5 entreprises les plus innovantes il y a 25 ans et maintenant, en Europe, c'est les mêmes, et elles font essentiellement du mid-tech incrémental. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a des domaines dans lesquels on est à la pointe, heureusement. Eh bien, et les personnes sur mes côtés vont le prouver, en moyenne, je parle en moyenne statistique, aux États-Unis, à part Qualcomm,
ce n'est pas du tout les mêmes entreprises qui sont les plus innovantes aujourd'hui et il y a 25 ans. Je crois que c'est quand même important que nous soyons conscients de ce problème. Ce n'est pas un problème purement français. Voilà. Donc les blâmes n'est pas sur le voisin, je ne veux pas me blâmer mon voisin de gauche. C'est un phénomène européen. Donc on doit remonter. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons fait en France de positif? On a une recherche fondamentale. On a, disons, des dépenses en R&D qui représentent à peu près 2,3% du PIB, et on est à peu près à ce niveau-là. En Allemagne, c'est un point de plus, mais c'est surtout de la R&D privée. C'est-à-dire qu'en R&D public, c'est à peu près pareil France-Allemagne, je pense. Mais c'est en R&D privé qu'en Allemagne, ils ont un point de plus que nous. Donc, ça, et la deuxième chose, on a fait des choses qui ont particulièrement bien marché en France, voilà, et des choses qui ont moins bien marché. Je veux mettre l'accent sur les choses qui ont très bien marché. Il y a eu les initiatives, il y a eu le grand emprunt sous Sarkozy, les laboratoires d'excellence. On a créé donc des laboratoires d'excellence avec des jurys internationaux. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du jury des IDEX, des universités d'excellence, parce que j'étais à Harvard à l'époque. Eh bien, il y a eu une étude récente par mon ami Antonin Bergeot et des collègues qui montre que là où il y a eu des laboratoires, donc on finance des laboratoires, des projets de laboratoire sur 10 ans. Ça permet d'échouer, parce que vous voyez, si vous voulez faire de l'innovation de rupture, c'est important de pouvoir échouer, parce que ça veut dire que vous essayez des choses risquées, et donc vous échouez. Donc pour pouvoir échouer, il faut du financement de la recherche à long terme. Et le laboratoire d'excellence, c'était un des moyens d'assurer un financement sur 10 ans. Eh bien, il y a eu une étude qui a montré que les laboratoires d'excellence, là où il y en a, eh bien, ça a dopé l'innovation de rupture dans les industries qui étaient géographiquement et technologiquement proches des LabEx. Voilà une chose qui est française. Et personne en Europe n'a fait l'équivalent des LabEx. C'est quelque chose que nous devrions exporter. Moi, je suis en faveur que l'ERC, le Conseil de recherche européen, ait un budget augmenté, et notamment pour financer pas seulement des projets individuels sur 5 ans, mais pour financer des laboratoires d'excellence sur 10 ans. Voilà quelque chose en France qui a bien marché. Alors, il y a autre chose qui marche bien. Eh bien, la chose qui marche bien chez nous, c'est que, on a les appels à projets gérés par la BPI France dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir et de France 2030. Nous avons évalué notamment France 2030. Eh bien, nous trouvons, nous, avec mes collègues, et on est les premiers à avoir fait une évaluation rigoureuse du programme de ces appels à projets gérés par BPI France dans le cadre des programmes d'investissement et de France 2030, on trouve sous des hypothèses très conservatrices que ces programmes s'autofinancent en 3 ans au maximum. C'est-à-dire que c'est vraiment un grand succès. Ça génère du profit, de la R&D, de l'emploi. C'est un grand succès. Donc ces projets France 2030 et les LabEx, ça marche très bien. Et ça, c'est des choses que d'autres pays peuvent reprendre de chez nous. Et puis, il y a tout ce que le président de la République a poussé sur l'IA. Moi, j'ai remis un rapport au président de la République avec Anne Bouvreau, et on avait Yann Lequin, et on avait des gens formidables, Luc Julia, dans notre... Et on a fait des propositions, et le président a poussé très fort sur l'IA. Et il y a eu le sommet IA il y a 1 an et demi, celui qui avait lieu à Paris, qui a rebondi sur le rapport que nous avions produit. Et il y a le Choose France et Choose Europe. Donc il y a un certain nombre d'initiatives chez nous qui ont été très bien. Je crois que je ne voulais pas maintenant que je parle des choses qui sont à améliorer. C'est ça que vous voulez que je dise? Oui, donc voilà, je veux commander quand même sur une note positive, de dire d'abord, l'Europe décline, mais elle ne décline pas uniformément. Et la France a fait quand même des choses que d'autres pays européens peuvent imiter et qui vont dans le sens d'un relèvement de l'Europe et d'une Europe qui entre dans l'innovation de rupture high-tech. Voilà. Merci Philippe. Effectivement, je voulais d'abord qu'on fasse la photo, qu'on dresse le constat, qu'on regarde quels sont les éléments concrets qui permettent de dire aujourd'hui qu'on assiste à la naissance ou à la renaissance. C'est ça la question qui est déposée. D'un écosystème. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes, vous, Roland Lescure, effectivement, est-ce que vous allez pointer les réussites que vous avez mises en place, qui ont été mises en place par Emmanuel Macron depuis 2017, ou est-ce que le constat il est plus nuancé et que derrière les pépites françaises qu'on a tous en tête, Doctolib, Mistral, Kobli qui est là autour de la tête, au-delà de ces pépites, il y a quand même cette hyper-puissance, ultra-domination des hyperscalers américains et asiatiques. Alors, il y a une domination, mais c'est pas une fatalité, on y reviendra tout à l'heure.
Mais Philippe a bien décrit un certain nombre de choses qui ont été faites depuis une dizaine d'années. Il y en a d'autres. Je sais qu'il y a des représentants, des représentantes de la French Tech dans la salle. La French Tech, ça a un peu plus de 10 ans. C'est un vrai succès français. On la connaît dans le monde entier. En France, on a, je pense, 75 prix Nobel, dont un qui est assis à ma droite. On a 18 000 startups. On a 36 licornes. Alors, il y en a, je pense, 700 aux États-Unis. Mais il n'y a pas un pays en Europe qui a autant de licornes. Et le président de la République nous a dit en 2017, il y a 3 licornes en France, j'en veux 25 en 2025. On en a 36. Et évidemment, l'attractivité, tu l'as dit, Choose France, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Donc j'ai plutôt envie de répondre à votre question par, elle est déjà née. Cette renaissance, elle a déjà eu lieu. Mais on arrive à un moment crucial où on arrive à l'adolescence. Il faut qu'on accélère la croissance. Et ça va être très important parce que je ferai partie, et je serai peut-être le dernier, qui défendra ce qu'on a fait de bien. Et on n'a pas tout fait bien depuis 10 ans. Il y a sans doute des critiques qui peuvent être faites ici ou là. Mais ce qu'on a fait en France, sous l'impulsion du président de la République, avec un large consensus, pas une unanimité, pour mieux financer les fonds Tibi, tu n'en as pas parlé, Philippe Tibi qui a annoncé des initiatives, 13 milliards d'euros investis dans des entreprises de nouvelles technologies, la naissance des écosystèmes, les liens entre l'université et l'entreprise, la capacité à créer, c'était dans la loi PACTE, j'en étais le rapporteur général, des entrepreneurs issus de la recherche. Vous pouvez en France, ça peut sembler ridicule qu'il ait fallu entendre tant de temps pour en arriver là, vous pouvez en France continuer à faire de la recherche et passer 50% de votre temps à être entrepreneur. Ce n'était pas possible il y a 10 ans. Donc on a fait beaucoup de choses. Je pense qu'on est à un moment clé parce qu'on fait face à une rupture technologique dans laquelle on peut gagner. Et Maud en parlera bien mieux que moi dans le quantique. Dans l'intelligence artificielle, on est dans le trio de tête. Moi, quand je vais voir les banques américaines pour leur dire achetez de la dette française, parce que ça m'arrive quand même, on en a un peu à vendre, ça ne vous a pas échappé, ils me parlent de Mistral AI. Et alors Mistral AI, ce n'est pas une licorne, c'est une décacorne. C'est déjà une entreprise qui fait plus de 10 milliards d'euros et qui, j'espère, en fera beaucoup plus bientôt. Donc il y a plein de défis à venir, on y reviendra, pour que cette crise d'adolescence se passe bien et qu'on passe véritablement dans un âge où la France et l'Europe peuvent performer. Mais il y a un terreau extrêmement précieux, il est là, et c'est en grande partie, tu l'as dit, on a des talents dans l'université, mais aussi parce qu'on a mis en place des politiques publiques qui l'ont permis. Donc il faut qu'on en soit fiers. Puis à un moment où des débats vont s'ouvrir sur les 10 ans qui viennent, il faudra que vous interrogiez avant de voter pour qui que quoi. C'est des gens qui veulent nous projeter vers l'avant et accélérer, ou c'est des gens qui veulent nous ramener à l'arrière? Je pense que ça fait partie des éléments clés des 10 ans qui viennent. Merci. Alors effectivement, on est là aussi pour faire de la prospective, oui. Pour voir qu'est-ce qui pourrait nous permettre de transformer l'essai, de ne pas rester au niveau de start-up, qui nous permettrait de passer à l'échelle. Oui. Là-dessus, Philippe, est-ce que de façon concrète, précise, pour que tout le monde comprenne bien, s'il y avait 3 actions principales à mettre en œuvre assez rapidement? Oui, alors c'est vrai qu'il nous manque, mais ça c'est pas juste en France. On a beaucoup d'épargne en France et en Europe, et elle n'est pas suffisamment investie dans l'innovation de rupture en Europe. Elle va malheureusement trop s'investir aux États-Unis. Mais c'est un problème qui n'est pas uniquement français. Il va falloir trouver des moyens d'inciter à ce que l'épargne qui est générée chez nous soit investie chez nous. D'accord ? On manque de capital risque, on n'a pas assez de capital risque. On en a autour de la table. Alors, un capital venture capitaliste. Alors, c'est aussi parce qu'il y a trop de réglementation. Moi, les gens à la Silicon Valley que j'ai vu il y a 9 semaines, ils m'ont dit il y a trop de réglementation. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Bon. On n'a pas assez d'investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds de retraite. Les Suédois sont un peu meilleurs que nous. On n'en a pas assez. Et puis, on a vraiment, on a des assurances vie. Eh bien, vous savez que quand vous faites, si vous laissez à vos enfants par l'assurance vie, ça paye moins d'impôts que si vous ne faites pas par l'assurance vie aussi. Vous savez ça. Moi, je suis partisan de conditionner la fiscalité sur l'assurance vie et autres instruments d'épargne, ainsi que les droits de succession afférents à ces instruments, à leur investissement de la high-tech français et européen. Voilà. Et je pense que c'est là qu'il faut donner les avantages. Il ne faut pas qu'on ait le même avantage si on investit en Europe et si on investit aux États-Unis. Je pense également qu'il faut une refonte de notre dispositif d'aide aux entreprises. J'ai mentionné France 2030 qui marche bien. J'ai mentionné les LabEx qui marchent bien. D'accord ? Mais il y a des dispositifs horizontaux
pas très bien ciblés. Et là, excusez-moi, je parlerai du crédit impôt recherche, dont l'effet incitatif... par an, de mémoire, voilà, c'est 7 milliards d'euros. Et je ne dis pas qu'il faut le mettre à plat, je ne dis pas qu'il faut le réduire, il faut l'examiner. On ne peut pas dire a priori, je n'y touche pas. Par exemple, moi, il faut me convaincre que les grands distributeurs et les banques ont besoin de beaucoup de crédits impôt recherche. Il faut me convaincre. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être qu'il faudrait le concentrer davantage sur de la high-tech rupture. Peut-être, tu vois. Donc, en tout cas, il ne faut pas... Et je n'aime pas le fait que jusqu'à maintenant, c'était tabou. Non, le crédit impôt recherche, ça ne doit pas être un tabou. On doit pouvoir le mettre à plat, quitte à dire ça marche très bien, et on le garde comme il est. Mais pour moi, je sais qu'il y a des... Donc, il faut qu'on ait des dispositifs d'aide aux entreprises mieux ciblés. Et il nous faudra également des DARPA, l'équivalent des Defense Advanced Project Agency, qui est une manière pro-concurrence de faire de la politique industrielle. Vous faites des DARPA dans la défense et l'IA, dans la transition énergétique et dans les biotech, ça sera un autre instrument pour également stimuler l'innovation de rupture. Le Conseil Innovation Council, le European Innovation Council, se croit être une DARPA. Il n'est absolument pas une DARPA. Il y a eu un rapport italien qui le montre. Nous devons créer l'équivalent français ou avec d'autres pays que nous, qui viendraient avec nous, des DARPA américaines, qui sont une manière moderne de réconcilier la réindustrialisation par l'innovation et la concurrence. Voilà les choses que moi je proposerais pour aller de l'avant. Bon. Vous avez entendu le message, hein, Roland Lescure. Donc, toucher au crédit impôt recherche, alors c'est peut-être un tabou, mais en tout cas, c'est pas du tout un tabou ici aux rencontres économiques d'Aix, parce que je l'entends quasiment tous les ans. Et puis, créer des agences publiques qui organisent et qui stimulent l'innovation en laissant une très grande autonomie aux laboratoires sur le modèle américain. Ça fait partie des idées de Philippe Aghion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, d'abord, le crédit impôt recherche, en fait, ce n'est pas un tabou, c'est un peu un totem, mais on en parle tous les ans au projet de loi de finances. Donc, il y a des débats autour de ça. Et le débat, il est simple, parce que c'est vrai que le crédit impôt recherche, c'est beaucoup d'argent qui finance un peu d'innovation de rupture et beaucoup de recherche dans les entreprises, je dirais de recherche un peu lambda. Mais elle rend aujourd'hui quand même notre recherche entreprise compétitive par rapport à d'autres. C'est-à-dire que quand vous parlez dans la Silicon Valley à des industriels ou à des géants de la tech qui envisagent d'investir en Europe, ils mettent très souvent leur centre de recherche en France, et ça a beau être imprononçable en anglais, crédit impôt recherche, ils savent ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai, une subvention directe pour financer le coût des chercheurs, et pas forcément l'innovation de rupture. Donc moi, je serais prudent, on aura ce débat encore à l'occasion du budget prochain avant d'y toucher. On est entre nous, hein, on peut l'avoir. Non, mais il faut qu'on l'aime. Le Carrefour a besoin. Et si le Carrefour a besoin de crédit. Voilà, alors ça, c'est une excellente question. Donc, et moi, je dis non. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, les entreprises payent plus d'impôts sur les sociétés que nulle part ailleurs dans le monde. Et reçoivent plus d'aides que nulle part ailleurs dans le monde. Et ça, ce n'est pas efficace. Donc, recentrer le crédit impôt recherche sur des vraies innovations de rupture, sur de la recherche appliquée qui peut se faire dans grandes entreprises, pourquoi pas ? Mais à condition qu'on baisse les prélèvements. Mais j'allais dire c'est un détail, parce que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, tu l'as dit, il est dans le financement. Et notamment au moment où on passe de la recherche fondamentale à l'innovation de rupture, de l'innovation de rupture à l'entreprise, et de l'entreprise à la croissance de l'entreprise. Je répète, le fonds Tibi, qu'est-ce que c'est ? C'est un professeur, Philippe Tibi, qui nous a donné l'idée il y a quelques années, 7 ou 8 ans, de dire « je vais aller voir les assureurs ». Et plutôt que de toucher la fiscalité, je vais leur dire, vous allez vous engager à investir dans des fonds de recherche et de technologie, dans des fonds de start-up, et vous allez vous y engager. Moi, je vais vous faire un processus qui va vous permettre de sélectionner des fonds qui eux-mêmes vont se développer. Tibi 1, ça a été 6 milliards. Tibi 2, c'est 7 milliards. Là, on vient de lancer Tibi 3, il y a 13 milliards. Il n'y a pas un pays européen qui fait ça, et ça, il nous l'envie. Donc, on a aujourd'hui des réponses qui sont clairement partielles, pour répondre au financement de l'innovation et notamment des startups qu'on appelle des scale-up, c'est-à-dire qui doivent à un moment grandir pour devenir plus qu'adolescentes, même adultes. Le vrai sujet, tu l'as dit, c'est l'épargne institutionnelle de long terme pour lequel ce n'est pas 13 milliards qu'il faut, c'est des centaines de milliards de dollars. Moi, j'ai eu le plaisir et le bonheur de gérer, pas tout seul, un fonds de pension au Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Des centaines de milliards de dollars qui tout simplement permettent de financer les retraites des Québécoises et des Québécois. Et dans le mandat d'investissement, évidemment, il y avait le développement économique du Québec. Évidemment, dans le mandat d'investissement, il y avait le financement d'innovation. Et tu le sais, Montréal, le Québec, fait partie des pays, fait partie des provinces qui sont extrêmement en avant sur ce sujet.
Donc oui, moi, ça fait longtemps que je plaide pour des fonds de capitalisation à la française. Je suis persuadé qu'il faut le faire à la française, et donc avec des fonds d'investissement public. Tu as mentionné la BPI, c'est une excellente banque. Elle pourrait aussi être un excellent gestionnaire d'actifs. Il faut qu'on change de dimension. Et puis le dernier point qui me semble très important, mis à part ma voisine de gauche et peut-être certains de mes voisins un peu plus loin, et lui qui fait ça depuis des années, on manque de culture de risque en France. Il faut que dans les grandes entreprises, si elles ont du crédit impôt-recherche, très bien, qu'elles en profitent pour prendre du risque. Que les grandes banques françaises prennent plus de risques. Il y a des enjeux de régulation, tu l'as dit, mais je pense aussi qu'il y a un enjeu de culture. Moi, tous les mois, il y a les chiffres de défaillance d'entreprises qui sortent. Tous les mois, j'ai une question au gouvernement qui me dit « Vous n'avez pas honte, on n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises en France. » Une défaillance d'entreprise, c'est un échec. Mais on n'a jamais autant créé d'entreprises en France. Jamais. On a créé l'année dernière 1 200 000 entreprises. Si vous pensez que ce 1 200 000 entreprises dans lequel il y a tout, des entrepreneurs individuels, des start-up, des PME, vont toutes réussir, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et donc la culture du risque, c'est aussi accepter l'échec. C'est aussi accepter qu'il y a des entreprises qui vont faillir, apprendre, rebondir et pouvoir créer l'avenir. Donc oui, du financement, oui, des modèles nouveaux, oui, des fonds de pension institutionnels, mais une culture du risque fondamentale qui doit nous permettre tous à reconnaître que finalement, se tromper, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous vous tromperez moins la prochaine fois. Merci beaucoup. Alors vous, Maud Vinet, la culture du risque, vous l'avez, parce que vous avez été ingénieure aux États-Unis, directrice du programme de l'informatique quantique au CEA, et puis vous avez décidé de fonder Cobly, qui est donc une entreprise spécialisée dans l'informatique quantique en fin 2022. Et vous venez de terminer une levée de fonds de 115 millions d'euros. Bravo. Donc ça veut dire que des sous, il y en a. Et il y a des gens qui investissent vraiment dans des entreprises comme la vôtre aujourd'hui. Ici, en Europe. Ici, en Europe, c'est possible. Je vais rebondir sur ce que viennent de dire Roland et Philippe. Ça y est, j'ai caché mes notes, Roland, parce que j'ai changé tout ce que je voulais dire. D'abord, quelques chiffres pour consolider ce que tu viens de dire. La French Tech, tu as dit 18 000 startups, on a créé 450 000 emplois, on est présent dans 89 pays, 40% du chiffre d'affaires à l'international. Donc c'est une réalité ancrée, c'est une vraie réalité. On a, il y a 2 ans, créé, sous l'impulsion de Michel Delambte du fonds Omnes, une association qui s'appelle France Deep Tech. Et France Deep Tech, c'est l'écosystème qui relie tous les acteurs qui vont transformer la découverte scientifique en une création de valeur industrielle. Et ça va être au cœur de ce que je vais dire un petit peu, c'est cette force de l'écosystème. Aujourd'hui, alors en témoignage personnel, donc ça veut dire qu'il existe cet écosystème. Il existe cet écosystème, et moi je vais dire, j'étais pas toujours comme ça, j'ai grandi dans l'écosystème français où on m'a appris à pas me tromper, la dictée, où on est sanctionné pour les fautes d'orthographe qu'on fait, ça conditionne quand même un rapport à l'échec qui est pas le même que celui que j'ai découvert aux États-Unis, où mon manager m'a dit au bout de 15 jours, écoute, j'en ai marre que tu me dises tout ce que tu n'as pas compris et tout ce dont tu n'es pas sûr. Maintenant, tu vas m'expliquer le chemin pour construire la technologie qu'on est en train de développer et de trouver par où ça passe. Je vous jure qu'à 35 ans, je me suis pris une baffe et j'ai un peu revisité mon rapport au risque et redéfini ma notion de courage et d'audace. Au sens où le courage, on fait ce qu'on peut dans une condition de survie, et l'audace, on va sortir du chemin alors qu'on n'était pas obligé de le faire, mais qu'on a vu une opportunité. Et aujourd'hui, c'est ça qui me pousse quand on fait Cobly, c'est que, alors quelques mots sur Cobly. Chez Cobly, on construit un ordinateur quantique et on industrialise cet ordinateur quantique. Parce que je l'ai dit hier, je suis à peu près convaincue qu'on transforme je suis complètement convaincue qu'on transforme une découverte scientifique en progrès que si on réussit à l'industrialiser et à la rendre accessible. Donc c'est notre vision chez Cobly. La vision, c'est qu'on construit des ordinateurs quantiques qui seront performants, qui vont révolutionner le calcul et qui s'inséreront dans l'infrastructure de calcul existante,
qui auront un coût abordable pour que toute l'industrie puisse en profiter et qu'on délivre toutes les promesses de rupture du calcul quantique. C'est une vision ambitieuse. Là, on a de l'audace. Et l'audace, comment on peut l'assumer aujourd'hui? On peut l'assumer parce qu'on est dans un écosystème sur lequel on a de l'aide. On a des gens qui croient à ce qu'on fait. Alors moi, je suis un pur produit. Alors des gens qui croient à ce que vous faites, où ça? C'est-à-dire ici, dans les pouvoirs ici. publics, les financeurs? Dans tout l'écosystème. Et c'est là où j'allais vous dresser le panorama de tout. Moi, j'ai mangé à tous les râteliers. Donc, je suis pur produit de l'éducation française. J'ai fait une école d'ingénieur, une thèse au CEA financée par la recherche publique. Et puis après, j'étais embauchée au CEA. Donc, j'ai des fondations de recherche qui sont profondes. On a eu une vision avec mon cofondateur quand on a fait notre découverte scientifique où on a transformé un des transistors de la microélectronique un des transistors de la microélectronique en un bit quantique. On s'est dit là, on résout le problème de l'ordinateur quantique et du passage à l'échelle. Et on est allé parler à l'ERC. En tant que scientifique, on a reçu la plus grosse des bourses de l'ERC, qui est une bourse qui s'appelle l'ERC Synergie, 14 millions d'euros. On était 3 chercheurs de moins de 50 ans, une fille, 3 Grenoblois. C'était la première fois qu'ils voyaient ça, mais parce qu'on avait porté une vision d'ambition et d'audace, parce que j'en ai essuyé des critiques. Des moments où on me dit c'est pas possible, ça marchera jamais ce que tu veux faire. On était jugés par nos collègues de la recherche parce qu'on avait cette ambition d'industrialisation en même temps qu'on pensait la science et l'industrie. Néanmoins, aujourd'hui, on est capable de lever 115 millions d'euros et on a fait des choix qui sont forts sur notre série A, c'est-à-dire qu'on y est allé avec des industriels. On est allé avec des investisseurs institutionnels, mais aussi des industriels, parce que je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas de faire des start-up. On a 18 000 startups dans France Deep Tech, on est 400 startups. L'enjeu, c'est de devenir des leaders mondiaux et c'est de pérenniser cette innovation qu'on a. Et donc, j'en reviens à ce qu'on a fait sur notre série A. On est allé chercher des partenaires industriels, ST Microélectronique, Air Liquide, parce qu'ils nous apportent plus que de l'argent. Ils vont nous consolider notre industrialisation et ils nous accélèrent notre accès au marché. Donc on est vraiment en co-construction, ce qui ne nous empêche pas de bénéficier de tout ce qui est mis en place aujourd'hui, d'accompagnement des scale-up et vraiment de profiter de cet élan. Mais je pense qu'on est maître de notre destin et aujourd'hui c'est à nous d'écrire notre histoire et d'emmener l'écosystème. On a fédéré cet écosystème industriel autour de notre vision et aujourd'hui, on est en position, on est les leaders mondiaux dans cette démarche d'industrialisation. On est les seuls à produire dans une industrie de la microélectronique et je dis merci à tout l'accompagnement qu'on a eu. Merci beaucoup, Maud Vinet. Alors, Mingpo Kai, vous êtes à la tête de KT Capital, que vous avez fondé il y a 20 ans, et vous avez créé un fonds spécial pour l'innovation il y a quelques années de cela, qui est spécialisé dans les investissements, justement, dans l'innovation de rupture, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Vous êtes à la tête d'un des plus importants fonds privés en capital risque et vous investissez notamment dans des start-up françaises. Vous avez des bureaux partout dans le monde, en Chine, aux États-Unis, en France. Pourquoi vous êtes en France en gros? Qu'est-ce que vous trouvez ici? Pourquoi vous investissez dans des entreprises en France et pas simplement aux États-Unis et en Asie? Il y a tout ce qu'il faut déjà là-bas. KT, je l'ai créé il y a 20 ans en France. KT, c'est un fonds français. C'est vrai que c'est créé par un Chinois, mais c'est pas ma faute. Les premières années de KT, j'ai fait private equity et après je suis allé vivre aux États-Unis et c'est là, à Silicon Valley, nous avons créé KT Innovation. Aujourd'hui, nous gérons rien que la partie tech, 3 milliards d'euros. Les 10 dernières années, monsieur le ministre, on a déployé à peu près 1 milliard en Europe. Parmi les unicornes que vous mentionnez, en Europe, notamment en France, il y en a certains qui sont là.
je pense qu'il y a presque un quart qui sont investis par KT. Le dernier Est-ce que dossier, vous pouvez nous donner quelques exemples? Yannick Yann Decamp, le premier term sheet chez KT qu'il avait issu le jour de Noël, le 25 décembre 2025. Yann Lequin. Le matin, il s'est réveillé, moi je suis en France, il s'est réveillé le jour de Noël, il a reçu la proposition de KT. On était le premier leading investor. Et après, on a rallié quand même pas mal d'écosystèmes. Vous savez, dans le métier, écosystème, c'est très important. Vous parlez de la question de l'écosystème, mais l'écosystème tel que français, il n'y a pas question de renaissance, il existe. Vous parlez toujours, c'est comme s'il n'y a que la France, mais vous ne rendez pas compte de l'écosystème français, de diaspora français. Il y en a 150 000 Français à Silicon Valley. Je pense que personne est le plus gros sponsor de French Tech que KT. Tous les French Tech, que ce soit à Silicon Valley, que ce soit à Shanghai, partout on soutient French Tech. On a 2 personnes en plein temps, on a un bureau à San Francisco, 15 personnes. 2 personnes en plein temps pour aider les startups français à développer aux États-Unis. Avec les 440 Français, depuis 10 ans, nous avons développé une façon de travailler ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas question d'être disruptif. C'est comment travailler ensemble entre les sociétés tech et aller à grands groupes qui peut aussi vous donner des business et qui peut vous aider à ouvrir grâce, vous savez, les 440 Français sont exceptionnels. Ils sont partout dans le monde. Et les dirigeants de 440, by the way, exceptionnels. Moitié de 440 qui sont partenaires de KT. Et depuis à peu près 10 ans, nous avons créé 5-6 verticaux, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le software, que ce soit dans le beauty, que ce soit dans la nutrition, le healthy aging. Au fond, des sujets on traite, c'est comment vivre longtemps et mieux. C'est comment réussir de transition énergique, mais ce n'est pas que juste remplacer l'énergie, c'est comment l'électricité avant de tokens. Donc avec ça, je pense que KT est le pionnier en Europe. Et je voulais juste 3 remarques, si j'en ai. C'est que moi, je pense que la France peut être un peu moins complexée. La France va très bien. La France va très bien. Les entrepreneurs français vont très très bien. Ils sont très très forts partout dans le monde. Les ingénieurs français, il ne sait pas que le matière première, ils sont leaders aussi. Vous allez voir tous les grandes sociétés tech à Silicon Valley. Le numéro 1, numéro 2, numéro 3, peut-être ils ne sont pas français, mais numéro 4, numéro 5, il y a beaucoup de Français. Donc la France, c'est un pays qui peut être plus doueur que réfléchir trop. Voilà. Quand on fait trop de débats, au lieu de... Voilà. Il faut faire. Et la France, quand les Français, les entrepreneurs français en action, ils sont exceptionnels. Je suis le témoin et j'en ai bénéficié. KT Innovation est l'un des fonds les plus rentables de l'Europe. On gère quand même 3 milliards, c'est pas rien. Dernier, c'est qu'il faut vraiment travailler ensemble. On a inventé ce écosystème entre les startups et le 440. Il n'y a pas un patron de 440 quand on l'appelle. Ils ne sont pas prêts à se mobiliser, à voir des jeunes entrepreneurs que ce soit. Donc vous dites qu'aujourd'hui, les grands groupes du CAC 40 collaborent déjà avec les startups et sont prêts à les aider, à leur donner des coups de main. Non, mais on ne fait pas 5-10 millions d'euros, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qu'on est en jeu. Oui, Philippe. Mais tout ça est vrai. J'ai honte d'interrompre. Vous avez raison, et ce que vous faites est formidable. Mais le rapport Draghi, le rapport L'État, on doit faire plus, quoi. Voilà, tout ce que vous faites est formidable, on doit faire plus de ce que vous faites parce qu'on est encore trop dans l'innovation mid-tech incrémentale et on n'est pas assez dans l'innovation de rupture high-tech. Et là, en moyenne, on doit vraiment... écosystème. Voilà. On n'a pas tout le temps insister. C'est français, c'est chinois, etc. Moi, ça fait 35 ans que je suis en France. Oui, mais les Chinois, ils sont... Moi, je suis rentré dans une salle, c'est des touristes chinois, vous voyez. Et il faut quand même... Okay. La France accueille très bien les talents étrangers. Comme alors, oui, c'est ça. Mais vous vous intégrez pas assez bien. Pardon, il faut intégrer. Je suis la maîtresse des horloges. Et je vais demander à Arnaud de Puyfontaine, président du directeur de Vivendi, est-ce que vous partagez l'optimisme de Mingo Kai? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement il y a un écosystème qui existe déjà en France, qu'il faut qu'on arrête d'être complexé?
et qu'il suffit déjà de profiter de ce qu'on a. Vous qui êtes à la tête de Vivendi, qui n'est pas un petit groupe, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat plutôt optimiste? Oui, parce que ça rend de bonne humeur et je préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et il est absolument inéluctable, réel de vérifier, de constater que depuis 10 ans, il y a une véritable énergie qui a été donnée pour effectivement stimuler l'innovation, accompagner les entrepreneurs et avoir la capacité aujourd'hui d'avoir un pays, aujourd'hui en 2026, qui est de ce point de vue beaucoup plus fort qu'il ne l'était en 2017. Et les propos qui ont été échangés en sont la plus parfaite des illustrations. Alors maintenant, comme j'essaye d'être un élève studieux, je vais essayer d'apporter quelques commentaires par rapport à ce que vient d'évoquer Philippe. Je crois qu'il y a toute la situation telle qu'elle a été décrite, mais la question qui se pose, comment on peut aller plus vite, plus loin, et avoir la capacité par rapport à cette course, parce qu'il y a une course, c'est une accélération. Cette intelligence artificielle, le quantique et tous ces éléments font en sorte que la réalité du jour n'est pas celle du lendemain. Qu'il y a comme disent les anglo-saxons, mais il y a un time to market qui est éminemment essentiel. Et on sait que dans cette compétition par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, nous avons une carte à jouer, nous avons un certain nombre d'avantages, mais ça ne sert à rien d'avoir des avantages si on a les bons ingrédients, mais qu'on n'a pas la bonne recette, on ne fera pas un bon plat. Et donc, quelques commentaires sur qu'est-ce que je pense nécessaire pour faire en sorte qu'avec tous les ingrédients qui sont, on ait la capacité de pouvoir être dans le domaine de l'innovation et de la technologie à la hauteur de notre réputation dans la gastronomie internationale. La première chose, c'est je pense qu'il y a une absolue nécessité de donner une vision politique, fiscale, et dans la capacité de donner une solidité sur les fondations qui sont les fondations vis-à-vis des entrepreneurs. Nous sommes un groupe industriel et un groupe industriel qui interagissons beaucoup avec l'environnement des startups et on croit à la culture chez Vivendi de l'intrapreneurship. Et de ce point de vue, il y a ce que nous faisons en interne et puis il y a la réalité des interactions que nous avons avec les entrepreneurs. J'ai été frappé de l'impact qu'ont eu dans le cadre du débat budgétaire de par exemple la taxe Zuckman et de l'impact que cela a eu sur les entrepreneurs. Et si effectivement, tous les 12 mois, et Monsieur le Ministre, vous avez mon plein et entier soutien pour les mois qui viennent par rapport à un sujet qui s'appelle le budget 2027, mais si effectivement, à intervalles de temps réguliers, on change les taxations, on change les règles du jeu et on crée des conditions d'instabilité, c'est quelque chose qui est très détrimental dans la capacité de permettre à nos entrepreneurs de passer de l'adolescence à l'âge adulte. C'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, mais ça vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, et toi aussi, Philippe, c'est la nécessité d'avoir moins de normes, moins de contraintes, de régulations, moins d'aspects qui étouffent la capacité d'entreprise. Parce qu'il y a deux aspects qui ont été évoqués qui me tiennent très à cœur. La première, vous l'avez évoqué, c'est la culture qui est la culture de l'échec. Dans l'environnement anglo-saxon dans lequel j'ai évolué, le premier conseil qui m'a été donné lorsque j'ai pris mon premier job de CEO, c'était piloter un business, c'est comme piloter une moto. À l'époque, je faisais de la moto. Et mon chairman aussi. Il me disait, si jamais tu n'es pas tombé, ça veut dire que tu n'as pas essayé assez fort. Et je crois que de ce point de vue, cette culture de l'échec est quelque chose... Enfin, il faut savoir se relever, n'est-ce pas? Ça doit être une chute qui n'est pas fatale. Mais il faut effectivement avoir cet aspect de la courbe d'expérience liée au risque. C'est absolument essentiel. Et la deuxième chose, et ça je crois qu'on a une telle intelligence dans notre pays, on a de telles initiatives, c'est de la capacité de pouvoir considérer que public et privé doivent avoir la capacité de travailler ensemble. Et qu'on ait la possibilité effectivement de faire en sorte que 1 + 1 = 11, et non pas 2, et avec la possibilité d'abattre toutes les barrières qui créent parfois trop souvent des dichotomies et des dysfonctionnements. L'autre commentaire que j'aimerais faire assez brièvement, c'est d'expliquer que nous avons une nécessité de rendre les projets plus aisément réalisables dans un temps de plus en plus court. Je suis frappé quand on regarde des acteurs internationaux de voir que nous avons un handicap, c'est celui de faire en sorte que les délais sont trop longs.
Je discutais récemment avec un patron d'un grand fonds émirati. Ce dernier me disait, par rapport à nos délais d'investissement, et bien sûr c'est sur de l'infrastructure, c'est sur de l'intelligence artificielle, il me disait c'est assez simple, sur les délais en moyenne entre le moment où on décide de l'investissement et on le rend réel, c'est 1 an. En France, c'est 4 ans. Et nous, on veut investir en France, mais cet investissement est un investissement sur lequel on doit avoir une capacité d'avoir un entraînement qui soit un entraînement beaucoup plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Et il y a ce mot auquel je crois beaucoup, et on l'a démontré, c'est ce que j'appelle le mode Notre-Dame. Il s'avère que Notre-Dame, on a démontré effectivement la capacité de rendre possible qui était impossible. Vous vous rappelez, vous connaissez cette phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait. Il faut qu'on ait un pays qui se mette dans ce type d'aspect totalement dans le mode Notre-Dame. Et à ces conditions, je pense qu'on passera de la maturité à l'âge adulte, on aura de plus en plus de succès, et avec une Europe qui doit être là aussi plus efficace, parce qu'il y a la problématique française, mais il y a la façon dont s'inscrit dans le schéma européen, là aussi c'est un vaste sujet, je ne l'évoquerai pas, mais la nécessité de créer aussi un effet de taille qui permette d'entraîner, sur lequel je pense que dans l'idée européenne, la France a un rôle absolument essentiel à jouer dans ce que j'espère, l'explosion des initiatives d'innovation et de création de valeur dans notre pays. Merci. Merci à vous. Bon, vous avez compris le message, hein, monsieur le ministre, de la stabilité fiscale et pas de mauvaise surprise pour le budget 2027. Alors, Vincent Policar, vous êtes en charge de l'activité d'investissement en infrastructure en Europe au sein de KKR, société d'investissement mondiale qui gère 750 milliards d'euros d'actifs. Voilà, dans quel domaine vous investissez en Europe? Quels sont en gros nos avantages comparatifs? Si on peut avoir quelques secteurs, quelques idées très concrètes des domaines dans lesquels vous investissez et qui sont évidemment liés à notre sujet, qui sont des domaines qui représentent de l'innovation, de la rupture technologique, etc. Oui, écoutez, si on réfléchit aux deux évolutions qu'on essaye de faire, donc d'une part la transition énergétique et d'autre part l'IA, l'IA, évidemment, on regarde ça avec un prisme infrastructure. L'IA et l'infrastructure de l'IA, on a besoin de deux choses. On a besoin d'infrastructures digitales, des data centers, des réseaux de fibres, des réseaux télécoms, et on a besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle doit être sécurisée, et les crises de ces dernières années nous ont montré la nécessité d'avoir cette sécurité d'approvisionnement. Elle doit être décarbonée et elle doit être à un coût qui est abordable. Une fois qu'on a défini ces catégories et qu'on regarde la France, on se dit finalement, on n'est pas trop mal. Quand on regarde les infrastructures digitales, aujourd'hui la France a très largement déployé les réseaux de fibres et est très en avance par rapport à d'autres pays européens à cet égard. On a une bonne infrastructure sur les aspects mobiles et on a eu un focus extrêmement fort du gouvernement ces dernières années sur les data centers. On l'a vu à Choose France, on l'a vu dans les annonces récentes. Donc sur les aspects digitaux, on est plutôt très bien sur ces différentes dimensions. Et sur l'aspect énergie, quand on recherche de l'énergie sécurisée, décarbonée et à un coût abordable, en gros en Europe ça veut dire deux choses, ça veut dire le nucléaire et ça veut dire les énergies renouvelables. Et là aussi, la France a évidemment des cartes extrêmement fortes à jouer, une compétence nucléaire qui n'existe aujourd'hui plus que dans quelques pays dans le monde, 3 à 4 pays qui ont cette compétence, et on l'a en France sur les grands réacteurs et à l'avenir sur les SMR. Et dans le renouvelable, on a également fait beaucoup de choses. Donc quand on applique cette lyrique de lecture, où est-ce que je trouve les infrastructures digitales, où est-ce que je trouve les infrastructures d'énergie qui vont me permettre de créer cette infrastructure de l'IA, on n'est pas trop mal en France, donc il faut se le dire assez régulièrement aussi. Merci beaucoup. Alors, avant de repasser la parole à Philippe Aghion et Roland Lescure, j'aimerais que vous puissiez chacun, mais vraiment en 1 minute, si c'est possible, nous dire comment on transforme l'essai. C'est-à-dire que, là, on a fait cocorico, on a absorbé une bonne dose d'espoir, mais quand même, on est français. Et donc, il faut quand même qu'on sache quand même comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on transforme l'essai, en gros, pour ne pas rester, Maud, à l'état de start-up. Si vous aviez un message, une piste d'amélioration. Alors 2, mais avec le même temps imparti, ça reste 1 minute. Moi, ce dont on a besoin pour se développer, c'est du financement. Il y a des choses qui sont en cours.
c'est des clients, et des clients, aller chercher des clients en Europe et de la préférence des grands groupes, on achète européen, on fait de la commande publique européenne, et ça nous aide beaucoup à nous développer, à l'instar de ce qui a été fait dans le plan national quantique, où il y a eu une commande de l'État, qui est la commande de la DGA. Ça a structuré mon entreprise, ça a fait des bras de levier auprès des investisseurs privés, c'est hyper puissant. Merci beaucoup, Maud Vinet. Vous, Mingo Kai, pareil, hein, si vous aviez un message, oui. une piste d'amélioration. Aujourd'hui, dans la technologie, il y a open source. Utilisez-le en construire votre vraie souveraineté, mais forte. Quand vous êtes faible, vous fermez des portes, fenêtres, vous dites « Ah oui, je suis souverain chez moi, ça ne sert à rien ». Il faut avoir le meilleur avec vous dans l'écosystème. Open source, c'est la solution et c'est l'espoir pour l'Europe, que ce soit chinois ou américain ou n'importe où. Prenez-le, exige le transfert technologie, exige open source et en construire des solutions locales pour l'application verticale. Les grands industriels français, ils sont très forts pour ça. Il faut vraiment savoir et savoir-faire. Merci beaucoup. Arnaud de Puyfontaine, vous avez déjà parlé de stabilité fiscale, moins de normes, coalition des volontaires. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? J'ai un mot à dire. Je vais reprendre ce à quoi faisait référence Philippe, c'est-à-dire qu'il y a le rapport Mario Draghi pour ce qui concerne une vision de l'Europe et ce qui doit être fait, qui est un rapport absolument remarquable. Il faut maintenant le mettre en œuvre. Moi, je serais pour un rapport Lescure qui explique les 10 engagements qui sont les 10 engagements du gouvernement français sur la capacité, sur tous les différents points qu'on a évoqués, de prendre des engagements sur le long terme qui permettra de créer ce cercle vertueux qui change la donne et permettent à tous nos entrepreneurs de passer à l'âge adulte, de rester dans notre pays et d'avoir la capacité de pouvoir être des acteurs d'un game changing de ce point de vue dans le positionnement international. Donc j'attends le rapport Lescure avec grand intérêt. Merci. Vincent Policard. 2 messages peut-être. Le premier, tout simplement recréer une culture des partenariats publics-privés. Philippe l'a évoqué. Il n'y a plus beaucoup d'argent public. Il y en a encore un petit peu, mais plus beaucoup. C'est pas grave. Il y a beaucoup d'argent privé pour investir dans les infrastructures. Mais recréer cette adhésion au partenariat public-privé, c'est absolument essentiel. Deuxième message, c'est très bien d'avoir des politiques publiques ambitieuses et qui fassent du sens. Après, il faut pouvoir réaliser les projets. Et donc, simplification des procédures administratives, des niveaux d'appel, des oppositions des riverains, réalisation des projets, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup. Bon, Roland Lescure, hein, j'espère que vous avez pris des notes, parce que vous partez avec pas mal de boulot, de recommandations. Non mais, d'abord, franchement, bravo. Ah, c'est Philippe d'abord? Non, c'est vous d'abord. Non. Non, toi, Roland tu d'abord finis, et toi. c'est Philippe après. Ouais. On donne la conclusion au meilleur d'entre nous. Non mais d'abord, ce panel est extrêmement bien fait, parce qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut faire sans que tous les acteurs qui sont présents ici continuent à travailler. On a besoin de chercheurs, on a besoin de start-up, on a besoin de fonds français, on a besoin de fonds internationaux qui investissent en France, on a besoin de grands entrepreneurs et de grandes entreprises qui investissent dans les start-up, mais tu l'as dit, qui aussi passent des commandes aux start-up, c'est presque plus important. Et on a évidemment besoin d'une presse de qualité. Et moi, je voudrais vous dire 2 mots en finissant. D'abord, d'ici 2070, on va perdre 3 millions d'habitants en France. On va perdre 3 millions d'habitants et il y aura 6 millions de personnes qui auront plus de 65 ans et 9 millions de personnes en moins qui auront moins de 45 ans. Donc, dans les 40 ans qui viennent, il faut qu'on invente une manière différente de faire en sorte que 9 millions de personnes en moins financent 6 millions de personnes en plus. Ça ne va pas être facile. Et donc, soit on le fait en partageant la misère, en disant du sang et des larmes, il faut qu'on transforme en profondeur notre modèle social, ça ne peut plus continuer, soit on transforme le modèle social, ça va être indispensable et ça va faire partie du débat de la décennie qui s'ouvre, mais on le transforme en assurant qu'on ait une croissance qui nous permette de financer tout ça. Je dirais de limiter la douleur. On va avoir des efforts à faire tous. Parce que cette bombe démographique, elle s'impose à nous. Tu l'as dit tout à l'heure, elle s'impose à nous tous en Europe et même au-delà. Mais si on n'est pas capable de créer des conditions d'une croissance forte pour nous permettre de transformer ce modèle, on va partager la misère. Et les conditions pour créer les conditions de cette croissance, elles sont réunies là en fait. Donc il faut qu'on change d'échelle sur tout ce qu'on a fait depuis 10 ans.
Oui, il faut qu'on règle nos problèmes de budget, de stabilité fiscale, mais il faut qu'on change fondamentalement d'état d'esprit vis-à-vis de notre capacité à ensemble prendre du risque. Il faut que tous, quand on se réveille le matin, on se demande qu'est-ce que je peux faire pour que des gens comme Philippe aient plus de prix Nobel, pour que des gens comme Maud aient, oui, plus de capital, mais surtout plus de commandes, pour que des gens comme nos amis des fonds, qui soient nés en France de parents chinois ou nés aux États-Unis avec des fistons français, puissent avoir envie d'investir chez nous, et que les grands groupes français s'investissent davantage encore, qui commencent à le faire, oui, dans les startups, mais aussi dans les commandes auprès d'eux. Et si on est capable de faire ça, franchement, the sky is the limit. On sera capable d'y arriver. On le fera en européen, tu as raison. Mais on est capable. Et pour ça, il faut juste arrêter de se battre la coupe. C'est notre ami chinois qui l'a dit, là. Hein, prenons un peu d'espoir. Arrêtons de nous regarder le nombril en disant on est mauvais. On n'est pas si mauvais que ça. Mais quand on tombe, on se redresse et on redémarre, on accélère. Je suis intimement persuadé qu'on est tous capables de le faire. Je ne sais pas s'il y aura un rapport Lescure, mais une volonté qu'on avance ensemble dans les 10 ans qui viennent et que les débats qui s'ouvrent maintenant nous permettent de trancher entre ceux qui veulent qu'on avance et ceux qui veulent qu'on retourne en arrière. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Philippe Aghion, Oui. le mot de la fin. Alors, d'abord, tu as évoqué la baisse démographique qui est un vrai problème. Mais tu sais qu'en France et dans d'autres pays développés, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Einstein perdus et des Marie Curie perdus. C'est-à-dire des enfants très intelligents, mais qui sont nés dans des familles qui ne pouvaient pas leur donner le savoir et les aspirations pour devenir innovants et entrepreneurs. Il faut qu'on reprenne notre système d'éducation. La République doit être de retour. Il faut que chaque enfant, de quelque milieu social que ce soit, accède à une éducation de qualité qui lui permettra de devenir innovant. Même avec la démographie qu'on a, on peut avoir beaucoup plus d'innovateurs en ayant une école où on apprend à apprendre, la maîtrise des savoirs de base, la lecture, le calcul. Je crois que c'est très important. On va avoir une baisse de démographie. Certains vont être tentés de baisser les dépenses d'éducation. Il faut qu'on les maintienne, mais qu'on ait des classes avec moins d'élèves, des profs mieux payés, mieux formés, et qui puissent assurer qu'on ait des gens qui peuvent innover. Nous rendrons notre économie plus innovante et plus inclusive. Et je veux dire, souvent les gens pensent que pour être plus innovant, il faut être moins inclusif. L'éducation, ça vous rend plus innovant, plus inclusif. La flexi-sécurité, comme au Danemark, quand tu perds ton travail, on te forme, on t'aide à trouver un nouvel emploi, ça te rend plus innovant et plus inclusif. Il faut qu'on trouve des moyens et qu'on dise, voilà, on embarque tout le monde, on va être plus innovant en embarquant tout le monde. Je veux juste ajouter un mot. Oui. Et la diversité aussi, ça Voilà, aide. c'est Donc ça. des femmes entrepreneurs, Absolument. de l'immigration, des jeunes Voilà. issus des quartiers. Voilà. Et l'immigration zéro est une erreur. Il faut de l'immigration Énorme erreur. choisie, de l'immigration de travail. Mais les États-Unis ont été un pays innovant parce qu'ils ont été un pays d'immigration. Les Canadiens, c'est un pays d'immigration avec un système où ils pilotent l'immigration. Et le Japon n'innove plus parce que c'est un pays de gens qui vieillissent. Et donc, ils n'innovent pas. Et donc c'est très important d'avoir une immigration, mais qu'on peut piloter intelligemment et qu'on relie au savoir et au travail. Mais on aura besoin d'une immigration intelligente. Et je veux dire une dernière chose. Il y a un grand danger qui pèse sur nous. Dans un an, on peut se retrouver avec un gouvernement populiste. Soyez certains que si vous avez un gouvernement populiste, c'en est fini de l'innovation. Le Draghi, c'est terminé et la France ne pourra pas jouer son rôle moteur pour que l'Europe remonte et devienne une puissance d'innovation qu'elle a été dans le passé, qu'elle est moins maintenant et qu'elle peut redevenir. Sans la France, ça ne peut pas se faire. Draghi, ça ne peut pas avoir lieu sans la France. Et la France, avec des populistes au pouvoir, ça, eh bien, c'est terminé. C'est Draghi, c'est terminé. Donc, et ne croyez jamais, je sais qu'il y a des gens, même dans les milieux de certains entrepreneurs, qui croient qu'on peut s'entendre avec certains partis populistes. Non, ce n'est pas vrai, ils n'innoveront pas, ils vont inverser les normes. On connaît le coup du Brexit en Angleterre maintenant, au bout de 10 ans. Ça a été un coup terrible. Le populisme, on sait où ça mène. Et donc, il faut tout faire pour empêcher le populisme. Et donc, je crois que être inclusif, c'est une des façons. Et surtout, de bien comprendre le coût énorme qu'il y aurait à aller pour des gens populistes. C'est tout l'agenda dont on a parlé aujourd'hui qui sera totalement interrompu. Merci beaucoup. Merci Philippe Aghion. Je ne pensais pas que ce serait une table ronde aussi politique. Mais voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et bonne soirée à vous.